Ceux qui n'étaient pas là hier, sachez que nous sommes plus de 350 personnes de 18 régions au Québec. On a eu une super belle journée hier de forum, vraiment. Ça a été fort agréable. J'ai des notes de l'organisation ici qui me disent qu'on a assisté à des retrouvailles chaleureuses des forces vives du système alimentaire territorial, des réflexions sur l'importance du droit à l'alimentation, des discussions sur les leviers collectifs dont nous disposons pour bâtir des systèmes alimentaires plus résilients et équitables. On a été profondément inspirés par les témoignages d'agriculteurs, agricultrices des 4 coins du Québec. C'est vrai que c'est un beau panel, celui-là. Juste pour le plaisir, est-ce qu'il y a des producteurs agricoles dans la salle? Levez votre main. Ah, quand même. Bravo. Bravo d'être encore là aujourd'hui. Oui, puis on vous félicite. On a été très touchés hier du panel. Et que dire de l'animation de cet ancien journaliste animateur? Ah, ben voici les notes. Le rutabaga est en spécial cette semaine chez Super C. Des vieilles notes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dehors, à l'extérieur, il y a une installation de Rachel Cheng, une installation photographique qui est intéressante, qui relate le parcours des aliments, la rencontre entre les humains et les aliments, puis c'est un peu métaphorique en termes de forme, ça rappelle la montagne, le fleuve, etc. Allez voir ça, c'est bien belle fun. Alors, on passe ça tout de suite, parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard, gracieuseté du café ce matin. Alors, c'est le panel Innover, favoriser la solidarité intersectorielle dans les SAT. Les milieux économiques et communautaires sont souvent mis en opposition, comme si l'un ne pouvait pas travailler avec l'autre, ce qui n'est pas vrai, parce que vous allez le voir avec les collaborations qu'on vous présente ce matin. Alors, nos panélistes, pendant que je parle de vous, vous montez sur scène, vous choisissez un fauteuil au hasard. Andréane Sabourin de l'AgroLab, petite nation de la région de l'Outaouais, merci, de Papineau. Bienvenue. Vincent Ouellette des Trois-Maisons, coopérative Place du Marché, un ancien prof de maths et promoteur d'une monnaie locale. Du projet Viande solidaire de la région de l'Estrie, Émilie Dugré de Moisson-Estrie, coordonnatrice régionale à l'approvisionnement et à la lutte contre l'insécurité alimentaire en Estrie. Come on down. Jacinthe Lévesque, abattoir régional de Quaticook, la famille de son mari, les Bergerons, sont dans la viande et l'abattage depuis 4 générations. Émilie Tremblay, table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui travaille à la concertation et développement de stratégies de commercialisation, qui a amené avec elle son fan club. C'est le fun quand même. Il y a une petite gêne. Vous avez créé une petite gêne. C'est le fun. Et Caroline Benoît, diététiste clinicienne, direction de la santé publique et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis elle aussi a son fan club. C'est formidable. Et l'animatrice maintenant, Erika Salem, spécialisée en gestion de l'environnement et sécurité alimentaire. Erika est engagée depuis plus de 15 ans auprès d'organismes communautaires et d'ONG internationales œuvrant pour la justice et l'environnement social. Je vous laisse la parole, Erika. Merci beaucoup. Est-ce que ce micro fonctionne? Oui, ça va, merci. Donc, j'ai l'honneur ce matin là, d'ouvrir le jour 2 de ce forum en animant un super panel. Puis je suis, encore une fois, quand je suis sur scène, souvent émoustillée parce que là, je vous parle de projets. J'ai eu la chance, en fait, de parler à 3 projets différents pour préparer ce panel. Puis c'est super inspirant. Puis en fait, j'ai hâte d'en apprendre davantage avec vous ce matin. Donc, ce qu'on a vu hier, dans le fond, c'est qu'il y a des défis, des grands défis là, dans les SAT, puis il y a des grandes belles opportunités qu'on peut saisir. Puis les espaces de dialogue qu'on crée dans les SAT font en sorte qu'on peut innover puis mettre en place des projets qui poussent, qui répondent, qui apportent des solutions à ces enjeux-là qu'on vit par rapport à l'alimentation, puis l'alimentation pour toutes et tous, dans une dignité pour s'assurer que les producteurs vivent dans une dignité, mais aussi les citoyens. Donc, je retiens juste certains éléments là, qui ont été mentionnés. Bertrand Fousse hier qui nous parlait de transition sociale et écologique, puis qui se passe vraiment quand on rassemble différents secteurs, puis on va le voir là, comment on en parle moins, mais quand le communautaire et l'économique se rassemblent, souvent ça fait en sorte que l'environnement va mieux aussi. Gardez ça en tête. Puis, c'est ça. Ce matin, on explore ces pistes de solutions puis initiatives concrètes qui permettent de travailler ensemble entre différents secteurs pour répondre à ces besoins-là. Donc, on va se promener entre l'Estrie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Papineau.
la MRC de Papineau, qui est en Outaouais, pour explorer ces projets-là. Donc, sans plus tarder, là, je laisse la parole à... On commence avec qui ce matin? Je pense que, bon, je ne vais pas dire mes préférés, mais j'ai un petit coup de cœur là, pour la MRC de Papineau. En 5 minutes, êtes-vous capable de nous parler de votre projet? Oui. C'est super intéressant. Moi, je les ai entendus. Vous devriez les écouter. Je vais commencer juste une petite mise en contexte de l'AgroLab qui a été mentionné beaucoup, mais peut-être pas expliqué. L'AgroLab, c'est un projet de la MRC de Papineau où on co-crée des projets qui peuvent ensuite être financés et documentés. Donc, c'est une démarche où l'ensemble de la communauté se rassemble une fois par année, depuis quelques années déjà. Et dans ce rassemblement-là, il y a des porteurs et porteuses de projets qui sortent et qui disent « Moi, je voudrais faire X, Y, Z, changer notre système économique, genre. » Ces gens-là, en lien avec l'ensemble de la communauté, peuvent monter des projets. Donc, les projets sont vraiment pas créés par une seule personne, mais vraiment bonifiés par l'ensemble de la communauté. Et ensuite, il y a une communauté de pratique qui se crée entre les porteurs et porteuses de projets pour avancer et co-créer ensemble. Un des projets financés par l'AgroLab, c'est la petite monnaie, dont je vais laisser Vincent parler. 1, 2, OK. Alors, la petite monnaie, c'est dans ma poche. C'est dans la poche, la petite monnaie. Alors, ça, c'est nos billets de petite monnaie. C'est une monnaie complémentaire locale où 20 petites monnaies est équivalent à 20 $ canadiens, 5 petites monnaies est équivalent à 5 $ canadiens, etc. Les consommateurs, il y a un adage qui dit « t'attires pas un cheval avec de la marde, tu l'attires avec de l'avoine ». Donc, les consommateurs, quand eux, ils se prennent des petites monnaies, ils reçoivent une bonification de 5 %. Puis là, ils ont plus de pouvoir d'achat, on va dire. Puis ensuite, ils vont consommer chez nos différents commerçants. Nos différents commerçants, bien, on est rendu quand même pour une MRC de 24 500 personnes, on est rendu à 142 commerces. On a évidemment, dans le volet agroalimentaire, on va avoir des fermes maraîchères, on a de la viande, on a des éleveurs, on a même du grain, du pain, de la boulange, mais on a aussi un abattoir, on a aussi un magasin de grains pour les animaux et de choses alimentaires, des quincailleries. On a des coiffeurs, des coiffeuses, on a des restaurants, on a vraiment de tout. Et c'est le fait qu'on a de tout qui fait en sorte que ça normalise, on va dire, cette monnaie-là. Une fois que les consommateurs ont pris leur petite monnaie, ils vont chez les commerçants, ils la dépensent, puis les commerçants, ce en quoi le projet de la petite monnaie est un petit peu différent de certains projets ish, on va dire, de promotion d'achat local, c'est qu'une fois que les commerçants ont la petite monnaie, bien ensuite, ils peuvent payer d'autres commerçants, ils peuvent payer des denrées, ils peuvent payer des commandites, ils peuvent payer différentes choses en petite monnaie. On a quelques commerces qui payent une partie du salaire de leurs employés sur base volontaire, évidemment, mais quand même en petite monnaie. Et on essaye de recirculer au maximum cette monnaie-là. Et ensuite, ben, c'est un outil pour, je ne veux pas dépasser trop mon temps, mais c'est un outil pour développer plein de choses. On a des annonces qui s'en viennent à la MRC, notamment au niveau politique, assez majeur. Une fois qu'on a de la petite monnaie, on a une réserve. On a des annonces aussi. On va démarrer du microcrédit pour les entreprises avec une partie de la réserve. Fait qu'on veut vraiment utiliser cet outil-là à différents volets, hypothétiquement, éventuellement aussi pour faire de la petite monnaie solidaire pour les personnes dans le besoin en dépannage alimentaire. Donc, on a comme fait le gros du travail qui est de mettre en place cet outil-là. Puis là, ben, on travaille fort pour que les gens l'utilisent et se l'approprient. Fait que c'est pas mal ça. Merci. Évidemment, on passerait directement au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mieux comprendre c'est quoi les structures, la collaboration, la posture que vous avez, puis depuis combien de temps vous collaborez ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans votre collaboration intersectorielle? Comment...
Au Saguenay, oui, ben, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, en fait, oui, Caroline et moi, on représente un peu les acteurs intersectoriels de la région. Puis le but, c'est de venir parler de notre démarche SAT, oui, mais également de faire un peu la genèse d'où ça vient, cette démarche-là, finalement, parce que, oui, les SAT, les systèmes alimentaires territoriaux, on en parle depuis quelques années quand même. Ça a été connu, ça a été popularisé, heureusement, parce que je pense que c'est bien d'avoir cette réflexion-là, mais au-delà de ça, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et plusieurs régions dans la salle. Là, j'ai parlé à mes collègues, puis c'est pas juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simplement un exemple. Il y avait déjà des concertations intersectorielles qui se faisaient. Donc, dans cette genèse-là, le but, c'est un peu d'aller voir, bon, ben, où est-ce qu'on a commencé il y a 10 ans et plus, tu sais, en collaborant entre le secteur économique et communautaire. Puis, encore aujourd'hui, on trouve ça drôle, on dirait de se distinguer du secteur économique et communautaire, on y va moins. Mais on a commencé avec mieux se parler pour mieux se comprendre, je dirais. Je pense que c'est le cas dans toutes les régions, de s'assurer qu'on parle le même langage. C'est chose impossible, mais de s'assurer qu'on comprend le même langage, qu'on comprend les rôles de chacun, les missions, les volontés, les réseaux, pour pouvoir mieux collaborer ensemble. Ça se fait quand même sur une couple d'années quand même pour arriver avec quelque chose de pertinent. Ensuite est arrivé justement le concept des SAT qui a créé chez nous la démarche Boré, qu'on a abordée quelques fois là, au courant du forum. Ça a apporté beaucoup, je dirais, d'opportunités pour notre région, pour allier un peu plus de partenaires, faire comprendre un peu plus cette démarche-là en région. Ça a amené aussi quand même des enjeux, des complexités aussi, tu sais, parce que d'asseoir 35 partenaires autour d'une table, c'est pas toujours évident au niveau du temps puis au niveau de l'efficience non plus. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est de consolider finalement cette démarche-là. Il y a un poste d'ouvert de coordination à Boré au Saguenay, si vous voulez vous en venir chez nous. Mais on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette démarche-là, qui a maintenant le nom de Boré, puisse réellement convenir à la capacité de concertation des acteurs autour de la table. Donc, on parle économique, environnemental, social. C'est quoi le temps qu'ils ont accordé? C'est quoi les techniques de mobilisation qui viennent leur donner le goût d'être autour de la table puis de parler de projets comme ça? Donc, c'est où on en est en ce moment en région. Puis, on a des exemples de projets là, qui ont découlé finalement de cet organe de concertation-là. Allô, allô? Alors, je vais vous parler d'énoncer quelques projets qui ont été travaillés en collaboration au fil des années avec l'ensemble des acteurs. En fait, là, l'exemple peut-être le plus marquant qu'on a eu, qui est encore en cours actuellement, c'est un projet qu'on appelle Espace CT. Donc, c'est Espace collaboratif de transformation alimentaire. Donc, c'est vraiment un projet qu'on a développé en partenariat avec les acteurs du milieu communautaire, mais aussi les acteurs économiques. Émilie siège, évidemment, très impliquée. Donc, ce projet-là vise vraiment il y a tout un volet là, de récupération d'aliments qu'on va chercher. Fait que oui, il y a du don quand même dans ce projet-là. Mais on a le souhait, puis depuis le départ, c'était le souhait aussi, qu'on ne soit pas toujours dans le don. Parce que des fois, quand on parle du milieu communautaire, on va peut-être en reparler un peu tantôt, on pense que on est toujours dans le don. Mais non, il y a toujours eu en arrière-plan l'idée qu'on pouvait aussi acheter au coût que ça vaut, dans le fond, à nos entreprises régionales des aliments pour faire une première transformation, dans le fond, puis pouvoir, après ça, les utiliser pour les multiples projets qu'on a, autant en sécurité alimentaire que, par exemple, dans ce qui s'en vient avec les travaux du chantier en alimentation scolaire aussi. Fait qu'on avait ça en arrière-tête. Donc, comment rallier, dans le fond, les besoins de populations qui sont plus en situation de vulnérabilité, mais aussi aller du côté plus peut-être achéri, des liens, entre autres, avec notre CIUS aussi. Donc, on essaie de rallier vraiment ces projets-là. Donc, au niveau de l'alimentation scolaire, ça s'amorce, les travaux. Ça fait plusieurs années qu'on en discute, ça fait plusieurs années qu'on y pense et qu'on planifie. Mais là, on a vraiment une opportunité avec le PASUC actuellement pour rallier encore une fois le monde économique et le monde socio-communautaire. Donc, comment nos acteurs, dans le fond, du gouvernementaux, je pourrais dire institutionnels, peuvent venir soutenir une vocation sociale en achetant, en s'approvisionnement auprès des entreprises de notre région. Fait que c'est un peu le travail qu'on fait en collaboration. Puis là, pardon, j'ai oublié de vous demander, mais vous n'êtes pas présenté, vous travaillez dans... Pouvez-vous juste nous dire qui vous êtes, en fait? Vous travaillez dans quelle instance?
Oui, bien, un peu en intro, là. De mon côté, moi, je suis pour la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je suis à la direction de projet. La table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean est membre du regroupement des tables de concertation bioalimentaire. Donc, j'ai plusieurs collègues dans la salle qui ont fait du bruit tantôt. C'est l'organe économique qu'on peut attitrer finalement à la région, à notre région, finalement. Et de mon côté, je suis agente de planification, programmation et recherche. Donc, je travaille au sein de la direction de santé publique. J'ai des collègues aussi d'autres régions et de ma région dans la salle aujourd'hui. Pour le dossier alimentaire, plus largement, sécurité alimentaire, alimentation scolaire. Super, merci beaucoup. Puis là, on va passer du côté de l'Estrie. Vous avez aussi un super projet qui quand même rassemble les acteurs économiques et sociaux. Puis j'aimerais ça qu'on explore comment ce projet-là est né, ça vient d'où, comment ça se structure. Bon, bonjour. Ben, moi, je suis à l'abattoir régional de Quaticook et puis on a été approché par Viande Solidaire. On a créé Viande Solidaire, je veux dire, au début, parce que le Centre d'action bénévole avait besoin de protéines. Et puis, avec les animaux fragilisés, on a voulu favoriser, on a créé un lien avec les producteurs et puis le CAB, la MRC de Quaticook, pour être capable de valoriser ces animaux-là, puis les redonner, dans le fond, à la communauté pour combler le manque de protéines. Et puis, tout ça, c'est fait dans l'union de nous trois ensemble. Puis, les producteurs sont bien contents de pouvoir valoriser aujourd'hui ces viandes-là qui ont de toute manière fini leur travail à la ferme et puis qu'ils seraient portés probablement dans des transports vers les encans ou autres. Alors, en même temps, ça favorise un circuit court et puis tout ça retombe à... Mais là, la moisson Estrie, avec nous, vient de s'unir pour être capable aussi de grandir ce beau projet-là, là, puis d'aller de l'avant avec ça un peu partout. Oui, donc pour compléter ce que Jacinthe dit, en fait, le projet est né en 2021. Fait que, il a roulé pendant 3 ans à Quaticook. Puis, nous, depuis l'an dernier, en fait, moi, je coordonne un projet régional d'approvisionnement, donc qui est coporté par 2 moissons. Parce qu'en Estrie, on a la chance d'avoir Moisson Estrie et SOS Dépannage Moisson Granby qui travaillent depuis 1 an sur un projet rapidement pour trouver des stratégies d'approvisionnement pour répondre à la demande croissante là, en aide alimentaire. Donc, c'est sûr qu'on était déjà en lien avec le CAB de Quaticook. On regardait ce projet-là, puis on est très fiers en Estrie de Viande Solidaire. Puis, à l'automne, tant au niveau du CAB de Quaticook, il y avait un appel à ce qu'on supporte la coordination du projet, parce que c'est sûr que ce n'était pas dans leur mission première là, de coordonner un tel projet. Puis, en rencontrant les producteurs d'un peu partout en Estrie, ce qu'ils nous disaient, c'est, en fait, c'est le fun, ce projet-là est à Quaticook, donc les producteurs qui ont des animaux fragilisés peuvent les amener à l'abattoir et finalement là, peuvent contribuer à la lutte à l'insécurité alimentaire. Mais nous, on est dans d'autres MRC. Puis en Estrie, il y a quand même 9 MRC, là, donc 8 MRC finalement où ce projet-là n'existait pas. Fait que, on a décidé, dans le cadre du projet régional, de reprendre ce projet-là, là, puis de le mettre à l'échelle à la grandeur de l'Estrie. Fait qu'on travaille avec l'abattoir de Quaticook et tous les producteurs agricoles, principalement les producteurs laitiers et producteurs bovins actuellement. Donc, quand le préfet de Mascoutin, hier, nous disait que les MRC doivent s'insérer, appuyer des initiatives qui répondent aux besoins des citoyens puis des producteurs locaux, c'est vraiment un exemple parfait de ça. C'est super. Là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si on retourne vers vous, vous avez vraiment réussi à rassembler les acteurs économiques et sociaux, puis les faire travailler ensemble, établir une vision commune. Puis c'est vraiment pas évident nécessairement de faire ce travail-là. Est-ce que vous avez eu des stratégies, certainement des défis, mais des approches qui ont fini par fonctionner? Comment on fait?
Ben, tu sais, tantôt, je disais se parler pour mieux se comprendre. J'ai l'impression que de la collaboration intersectorielle, c'est un peu comme un vieux couple. Tu sais, faut bien communiquer, il faut s'écouter, faut aussi se prêter des bonnes intentions parce qu'il n'y a personne de mal intentionné, on s'entend, là. Mais c'est ça qu'on en a eu des discussions un peu plus sportives, tout le monde, avec d'autres partenaires, là, pas Caroline et moi, ça a toujours bien été. Mais tu sais, il y en a des discussions un peu plus dynamiques, si on veut, là, quand on parle de la concertation. Entre autres, avec l'arrivée du concept des SAT, ben là, les gens voulaient le créer, le SAT en région. Fait que là, tu sais, dire, ben il existe, un système alimentaire, ça existe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. C'est juste qu'on peut intégrer les valeurs, les objectifs reliés à ça, à ce fameux SAT. Puis sinon, moi, ce que je dis toujours, c'est que après avoir passé le dynamisme des discussions que je disais, je pense que c'est un passage obligé. Là. Il y a des gens dans la salle qui réfléchissent sûrement à des discussions qu'ils ont eues. Quand on a passé finalement ces discussions-là, ben c'est là que tu te rends compte que le développement économique, il en fait du développement social, puis le développement social, il en fait du développement économique, et l'un veut faire l'autre et vice-versa. Donc, à ce moment-là, tu es capable d'un peu filtrer les enjeux, les objectifs, les défis en disant, OK, ben moi, je le sais que si je m'allie avec, par exemple, les acteurs qui aident à la sécurité alimentaire sur mon territoire, aussi, je vais me mailler avec la santé publique, la TIR, vice-versa, sur telle démarche. Il peut apporter un point de vue que j'avais peut-être pas vu. Il peut amener un bienfait supplémentaire à mes producteurs qui, eux, avaient pensé peut-être faire des dons. On le disait, c'est pas que des dons, mais il y en a. Justement, l'exemple des viandes est là aussi. Mais est-ce qu'il peut y avoir un reçu de charité? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui donne un bénéfice supplémentaire? Et vice-versa, s'ils ont des fonds au niveau de l'aide alimentaire, bien, crime, on peut-tu le faire arriver auprès des producteurs? Puis avant de te lancer la balle, Caroline, là, juste préciser aussi, tantôt je disais qu'on est rendu à la consolidation de cette concertation-là. Bien, on vient de terminer avec la démarche Boré, justement, une planification stratégique qui vise à renforcer la gouvernance, mais aussi à adapter la concertation, adapter les techniques d'animation de rencontre. Puis on a en train de cibler 3 chantiers prioritaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont venir aider à avoir une vision commune parce que quand tu cibles 3 chantiers qui viennent toucher l'ensemble des acteurs, bien, on s'entend que ça donne le goût d'aller collaborer, d'aller échanger. Donc, chez nous, les chantiers ciblés, c'est les pertes alimentaires, le gaspillage alimentaire, c'est l'alimentation scolaire, bien sûr, puis sinon, le dernier, c'est les déserts alimentaires. Fait que, tu sais, les déserts alimentaires, pour l'un, c'est l'accès à une saine alimentation pour tous. Pour l'autre, c'est des services de proximité. Pour l'autre, c'est la place des entreprises dans les régions un peu plus éloignées. Fait que c'est des axes communs, finalement, qui vont pouvoir aider à cette vision-là commune. Je compléterais peut-être ce que tu dis en ramenant un petit peu d'historique aussi. Tu sais, le fait qu'avant la Constitution de Boré, ben on travaillait déjà ensemble. Donc, ça part, je pense, en quelque part des individus aussi, des personnes qui sont en place. Donc, s'il y a de l'ouverture à collaborer et à travailler ensemble, on apprend à se connaître aussi à travers ça. En apprenant à se connaître, on apprend à connaître les enjeux qui sont vécus par chacun, comment on travaille, à qui on représente aussi. Donc, en apprenant à se connaître comme ça, bien, c'est là qu'on est capable de trouver aussi on pourrait dire, des intersections où on se rejoint. Puis, ça nous permet d'avancer à ce moment-là. Donc, des fois, tu sais, de ne pas attendre non plus d'avoir la vision commune pour avancer des projets puis pour travailler ensemble. C'est comme ça qu'en fait, on apprend à se reconnaître. Nous, je dirais peut-être un moment charnière pour l'ensemble des acteurs. On l'avait déjà intégré, mais c'est quand on a élaboré notre charte aussi, la charte Boré. Donc, c'est dans cette charte-là qu'on a on a couché sur papier, dans le fond, les valeurs communes qu'on avait, la vision qu'on avait aussi pour la région. Fait que je dirais que ça a été quand même un moment charnière, puis on peut encore s'y référer. Ça faisait référence, en fait, aux 4 saisons. Donc, on parlait de la fierté de ce qui nous distingue à l'été, le temps de se montrer prévoyant, donc tout le volet, tu sais, de planifier, l'importance de la planification à l'automne. Pour l'hiver, c'était tout le côté, tu sais, qu'on est tissé serré dans la région, les gens se parlent, collaborent ensemble. Puis le printemps, bien, c'est la saison, dans le fond, de l'innovation, de trouver des solutions innovantes. Donc, je pense que ça a été aussi une période, là, l'élaboration de la charte, ça a amené des vives discussions quand même aussi, mais c'est là qu'on s'est retrouvés, dans le fond, autant le monde économique, social, environnemental dans la charte. Donc, établir une charte commune, une vision commune pour briser ces silos-là, faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, c'est vraiment super.
Merci. Du côté de l'Outaouais, vous avez des petites entreprises qui ont souvent, en général, cette volonté de rentabilité d'un côté, puis des organismes communautaires de l'autre qui veulent répondre aux besoins de la population. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez réussi à aligner ces réalités-là entre ces acteurs économiques et sociaux? Est-ce que c'était une charte aussi? Non. On n'a pas de charte, mais je pense qu'il y a plein de choses qui viennent d'être dites que j'ai envie de juste redire parce que c'est tellement important se parler pour mieux se comprendre, présumer de la bonne foi des autres intervenants autour de la table. Je pense qu'une des choses qui a aidé beaucoup, mettons, je vais parler de l'échelle AgroLab, puis je vais laisser Vincent parler de l'échelle Petite Monnaie parce que on fait des choses semblables à des échelles différentes, mais ensemble. Au niveau de l'AgroLab puis du développement agroalimentaire en général, on a un comité, je disais qu'il y a un moment où on réunit toute la population une fois par année, mais on a aussi un comité qui est quelque part entre les acteurs terrain et toute la population. Puis c'est un comité d'une 12aine de personnes qui comprend 3 productrices-producteurs agricoles, le MAPAC, le MAMACH, quelqu'un qui travaille dans les saines habitudes de vie au CIS, comme les CIUS, c'est la même chose, mais nous, c'est pas universitaire. On a quelqu'un d'un organisme en sécurité et autonomie alimentaire, on a quelqu'un d'un organisme en environnement, on a l'UPA, on a un élu, on a des employés de la MRC, c'est comme une 12aine de personnes qui travaillent ensemble depuis 7 ans, au moins, et même il y en a qui travaillent ensemble depuis plus longtemps. Puis quand tu parlais de vieux couple, Émilie, là, je nous vois justement d'être des gens qui, depuis des années, travaillent ensemble avec des intérêts très différents. Les intérêts, nos productrices, producteurs agricoles, il y en a qui ont des petites fermes, des petites entreprises, mais c'est des gens super engagés qui prennent vraiment activement le rôle de défendre les intérêts, pas juste les leurs personnellement, en fait, pas les leurs personnellement, mais ceux du groupe qu'ils représentent. Tout comme les organismes communautaires qui sont là, qui défendent les intérêts de leur secteur. Donc, il y a vraiment comme des gens qui sont fortement engagés à confronter des idées, puis à apprendre à se connaître, à travailler ensemble. Puis le fait d'être ce groupe-là ensemble, je pense que c'est une des choses qui permet l'innovation aussi, parce que en ayant une variété de points de vue, on peut se confronter et se dire jusqu'où on est capable d'aller dans le changement social, dans le changement de paradigme. Puis la réponse, c'est loin. Quand on se parle beaucoup puis qu'on va jusqu'au fond des problèmes et des enjeux et des opportunités, ça fait que quand on a des projets comme la Petite Monnaie qui nous sont proposés, qui ont l'air très funky, là, on est une MRC, puis on se fait proposer un projet de, on va imprimer notre propre argent, puis faire une monnaie locale. Puis, premièrement, la question, c'était-tu légal? Mm-hmm. La réponse est oui, on a vérifié. Donc, vous avez le droit de faire ça. Mais ça permet, en se parlant, de dire, OK, on a éliminé tous les angles morts, c'est correct, ça va, on peut aller jusque-là. Puis de voir un peu une gestion du risque aussi. Puis quand on s'est fait proposer ce projet-là, la question, ça a été, c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis le pire qui pouvait arriver, c'est que Vincent parle d'achat local pendant 1 an. C'était un risque à prendre. C'est grave. On s'est dit que ça valait la peine, même si c'était un projet qu'on ne savait pas si ça allait marcher, même si c'était très incertain, mais le fait d'être plusieurs de secteurs différents à prendre la décision ensemble, puis dire, est-ce qu'on est tous d'accord, on a tous regardé les angles morts? Oui, on avance ensemble, puis je pense que d'être vraiment des gens de secteurs différents, ça fait une énorme différence parce qu'on a une beaucoup plus grande adhésion sociale aussi, parce que les petites entreprises ne font pas comme « Wow, vous n'avez pas pensé à nous », puis les ministères ne font pas comme ça n'a tellement pas rapport. Non, vous étiez là, vous étiez autour de la table. Ça a été recommandé par toutes ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde est unanime, mais ça aide. Nous, ça c'est pour l'échelle AgroLab. Au niveau de l'échelle de la Petite Monnaie, on s'est dit qu'on voulait
faire les choses autrement par rapport à notamment ce qui peut se faire avec des banques en général. Puis on veut concerter les commerçants une fois par année. Donc tous nos contrats vont jusqu'à mai. Donc tu commences en avril, ton contrat va jusqu'à mai. Ça va jusqu'à mai. Puis la raison de ça, c'est de se dire qu'en avril, on veut faire une consultation générale avec tous les commerçants qui sont invités pour leur présenter où est-ce qu'on en est avec le projet, comment les chiffres fluctuent, comment ça avance, c'est quoi les irritants, on va dire, du projet, c'est quoi les problématiques pour se projeter dans l'avenir, puis ensuite faire probablement, en fonction du nombre de monde qui vont être là, des focus groups sur des thèmes pour voir est-ce que cette solution-là qu'on vous proposerait, c'est quelque chose que vous seriez capable d'accepter. Mais à date, il n'y a pas eu des énormes consultations parce que moi, j'ai utilisé mon background d'enseignant. J'enseignais en plus aux adultes, puis aux adultes, c'est vraiment une approche individualisée. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que pour être capable d'avoir une discussion sur quelque chose, il faut avoir un minimum de connaissances sur cette chose-là. En tout cas, pour amener le projet ailleurs. Puis les 142 entreprises qui embarquent, bien, c'est 142 entreprises que je suis allé chez eux. Je leur ai expliqué le projet. À un certain moment donné, on est allé installer l'application mobile chez eux. On a vraiment fait tout le travail. À un certain moment donné, ils levaient la main et disaient « Ah, j'ai mon premier paiement, je ne sais pas quoi faire. » Fait qu'on a vraiment travaillé pendant 1 an à la littératie du projet, s'assurer que chaque commerce qui est étiqueté dans le projet, quand tu arrives puis tu payes en petite monnaie, ça marche. Puis c'est pas genre « Ah, j'en ai jamais entendu parler », comme ça c'est une possibilité, surtout en début de projet. Et là, à partir d'avril, on veut faire cette grande consultation-là. Fait que si je t'ai invité l'année prochaine au forum, je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé. En fait, j'ai hâte de voir, mais on sent que c'est vraiment, si on les implique pas dans le processus, ils l'accepteront pas. Parce que ce qu'on a remarqué avec la monnaie locale, c'est que une entreprise arrivait puis disait, sans le dire, mais c'était un peu ça, je suis capable et je vais payer 2,5, 2,8 % de frais à chaque transaction avec une carte de crédit. Mais je ne veux pas payer 1 cent de frais avec une monnaie locale parce que au départ, il y avait l'idée que c'est comme tellement nouveau, ça va être très difficile à changer dans leur comptabilité, etc. Fait qu'il faut comprendre que le 2,5 % que tu payes à Visa, Mastercard, American Express, pire encore, où est-ce qu'il s'en va? En tout cas, je ne sais pas où est-ce qu'il s'en va, mais il ne s'en va pas dans notre région, ça c'est sûr. Fait qu'à un certain moment donné, il y a une littératie à amener pour que les gens embarquent dans le fait qu'à terme, tout ne sera pas gratuit tout le temps. En fait, en ce moment, la petite monnaie n'est pas gratuite, c'est juste que les frais sont assumés par nos partenaires, par la Caisse des Jardins, par l'AgroLab, par le MAPAC, par un petit fonds du gouvernement fédéral. Donc, à terme, on connaît ces financements par projet-là. À terme, il va falloir qu'il y ait au moins une partie de frais. Fait qu'on veut consulter les commerçants à ce moment. J'ai une question complémentaire, mais est-ce que les citoyens sont consultés aussi? J'ai une réponse complémentaire. J'ai une monnaie complémentaire et j'ai une réponse complémentaire. En fait, il y a la problématique dans un premier temps. J'ai étudié pas mal les monnaies locales. Là, je suis devenu un peu malade de ça, là, je vais vous dire. Puis ce qui se faisait en Europe, ce qui s'était fait au Québec, les projets qui avaient marché au Québec. Je suis allé appeler les porteurs de projets qui n'avaient pas marché aussi au Québec ou qui avaient marché puis qui ne marchaient plus. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est mieux d'avoir plus de commerce et moins d'utilisateurs que d'avoir plus d'utilisateurs et moins de commerce. Dans cette optique-là, quand les gens prennent, on va dire « Hey, j'adore ça la monnaie locale, on va me prendre 500$. » Ils prennent 5 enveloppes de 100$ ou ils se prennent 500$ sur l'application. Bien, ils viennent de dépenser 500$. Ils ont leur bonus, mais encore faut-il que ça fonctionne quand ils vont se rendre dans le commerce puis pour dépenser. Fait que dans cette optique-là, ce qu'on avait vu notamment avec la Chouenne à Charlevoix, c'est qu'ils avaient mis 20% au début, c'était en sortant de la COVID, puis il y a eu une grosse fulgurante montée de monnaie qui a été mise, mais les commerçants n'étaient pas prêts à recevoir les gens. Et dans cette optique-là, il y a un anthropologue qui avait dit « La monnaie, c'est la plus grande histoire que les humains se sont jamais racontée. Parce que la seule raison pourquoi ça marche, c'est que les gens y croient. Un 20$, ça ne vaut pas 20$, ça vaut rien. Ça vaut, on va dire, 1 cent. Mais pourquoi que les gens l'utilisent pour 20$? C'est parce qu'ils savent que quand ils vont dépenser leurs 20$, ben ça va marcher. Ils vont avoir l'équivalent en valeur de 20$, puis même le change au besoin. Donc, c'est pour ça que les gens y croient. Donc, nous, quand tu développes une monnaie locale, le nerf de la guerre au début, c'est la pédagogie pour qu'ils comprennent ce qui se passe déjà. Mais après ça, c'est vraiment la confiance, de bâtir cette confiance-là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'à court terme,
j'y allais plus avec les commerçants parce que les consommateurs sont willing. Là, eux autres sont contents. Ceux qui utilisent la petite monnaie, en général, sont moins impliqués aussi. Ils n'ont pas un rapport d'impôt à faire, etc. Tout ça. Fait que, dans un premier temps, c'est juste les commerces. Fantastique. Merci beaucoup. J'étais curieuse de savoir s'il fallait mettre plus de temps vers les citoyens, mais la réponse n'est pas tant, en fait. Merci. Du côté de l'Estrie, avec les ventes solidaires, il a certainement fallu, votre projet est super innovant, synergie, on pourrait dire industrielle d'une certaine façon pour l'économie circulaire. Puis, est-ce qu'il y a certainement dû avoir des défis, vous avez dû innover dans vos façons de faire, il y a eu des bloquants. Comment vous avez fait finalement, qu'est-ce qui a été changé, innové pour faire en sorte que vous arrivez à des résultats concrets puis que maintenant, aujourd'hui, on soit même en train de penser à faire en sorte que le projet soit pas juste en Estrie, mais même en Montérégie? Oui, en fait, pour la petite histoire, on a été rapidement, justement, Jacinthe a parlé d'où vient ce projet-là. Puis ça a l'air super simple comme ça, mais ça a été assez complexe parce que la réglementation au niveau du bien-être animal, elle est complexe au Québec. Donc, il y a vraiment des règles à respecter. Puis ce qui faisait qu'avant 2021, ce projet-là n'était pas possible. Puis il a été possible parce que tous les acteurs impliqués ont travaillé fort justement pour essayer, au-delà du fait de se faire dire constamment, ben non, c'est pas possible, puis on y a déjà réfléchi, on a déjà essayé, puis bon, il y a telle barrière, mais de se dire, autant l'abattoir que l'UPA Estrie, l'UPA Quaticook. Erika t'a mentionné le rôle des MRC. La MRC de Quaticook a été vraiment impliquée beaucoup dans le projet Synergie Estrie, le CAP de Quaticook. Donc, tous ces gens-là qui, comme tu le disais, Andréane, qui se sont parlé, qui ont eu nombre et nombre de rencontres pour décortiquer la réglementation, pour aller voir au niveau du MAPAC, bien, il y a sûrement une voie de sortie par rapport à ça. Puis peut-être juste faire une parenthèse, parce qu'on a parlé des animaux fragilisés, là, mais pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, là, c'est quoi un animal fragilisé? Donc, pour un producteur, normalement, quand on parle, nous, dans le projet, on est beaucoup avec des vaches laitières, donc des vaches de réforme qui ont fini leur production laitière. Puis, normalement, le producteur va vendre cet animal-là à l'encan. Donc, les animaux vont être transportés ensemble et vont se diriger vers l'encan. Puis, malheureusement, bien, parfois, il y a un animal qui va, l'exemple le plus simple, c'est la boiterie. Donc, un animal qui va boiter un petit peu, puis pour son bien-être, il ne pourra pas être transporté avec les autres animaux et aller vers l'encan. Donc, il n'y avait pas de porte de sortie pour cet animal-là et bien souvent, c'était un animal qui, en fait, finissait sa vie à la ferme, donc qui était, euthanasié et dont la viande ne servait pas à nourrir les gens. Puis là, la voie de sortie, c'est de dire, OK, cet animal-là ne peut pas aller à l'encan, mais il peut être transporté. Donc, comment on fait pour que cet animal-là soit transporté? Il doit être transporté seul ou dans des conditions où, justement, on préserve sa santé physique et doit être envoyé vers un abattoir sous inspection provinciale. C'est là où Jacinthe est rentré en ligne de compte avec l'abattoir de Quaticook parce qu'ils ont la réglementation, donc ont la réglementation pour accueillir ce type d'animaux-là. Fait que toutes les conditions un peu gagnantes à Quaticook là, ont été mises en place pour que ce projet-là fonctionne, puis pendant quelques années puisse rouler pour que nous, on puisse le reprendre justement au niveau de l'Estrie dans la mise à l'échelle. Là, ouais. Est-ce que tu veux ajouter, Jacinthe? Ah, bien là, ça fait que nous autres, vu que depuis le temps qu'on est dans les viandes, dans l'abattoir, bien, on connaît les producteurs. Ça fait que là, pour lancer ce projet-là, la MRC, ils ont décidé d'envoyer des flyers dans les encans, puis tout ça, pour être capable de mobiliser les producteurs, pour pas qu'il y ait d'inquiétude aussi vers le transport, parce que si c'est mal fait, l'animal serait trop fragilisé, bien, il y aurait des risques d'amende, du MAPAC, puis tout ça. Fait qu'il y en avait beaucoup qui étaient craintifs là-dessus. Ça fait qu'on est allé les rassurer que tout ça serait fait dans le bon ordre. Ensuite de ça, ben là, vu qu'on les connaît, ben ils nous appellent bien souvent au lieu de... Dans le temps, au début, c'était avec le câble qui avait la relation, mais là, maintenant, ils sont mis à m'appeler moi. Fait que je synchronise ça dans mon horaire d'abattage pour que ça soit quand même fait dans un court temps, dans une courte période. Et puis, souvent, ben, ils ont besoin d'un transport. Des fois, on peut l'offrir quand c'est près de chez nous.
sinon, ben, on connaît d'autres transporteurs depuis le temps qui le font. Et puis, là, c'est là que on est capable de dire aussi la valeur pour qu'ils soient rétribués, parce que c'est économique aussi pour eux. Puis aussi, il y a la partie don, comme vous parliez tantôt toujours. Ensuite, c'est Moisson Estrie maintenant qui s'occupe pour la distribution quand tout est prêt. Fait que c'est le même qu'on fait tout le cheminement là, vers, après ça, qui s'en va vers des organismes. Est-ce que le financement vient de la MRC? La partie, j'ai besoin de comprendre. Quelle partie? La partie, non, tout ça, c'est que finalement, Moisson Estrie, c'est eux maintenant qui vont rétribuer le producteur. Ça fait que selon la portion de viande et puis le restant en valeur de dons, là, ou même il y a des producteurs qui sont tellement fiers de pouvoir faire circuler leurs animaux là, pour aider justement à la consommation, qui vont tout simplement donner leur viande, mais moi, je communique avec Moisson pour donner les détails sur le nom du producteur et puis le lien pour pouvoir continuer vers le paiement. Est-ce que, je suis juste curieuse, donc je pose trop de questions, mais est-ce que les moissons mettent de l'avant les producteurs dans le don? Est-ce que les personnes qui reçoivent ces dons-là sont au courant même de quel... Tu sais, il y a une certaine fierté locale. Ces gens-là ont accès à des produits locaux, donc c'est fantastique de le mettre de l'avant. Il ne faudrait pas que ça soit passé inaperçu. Est-ce que c'est mis de l'avant? Bien, oui, tout à fait. Peut-être pour ajouter pour le financement, ce qui est plus notre côté, au niveau du projet, à l'origine, il y a eu un financement de la MRC de Quaticook et du Comité des saines habitudes de vie aussi estrien qui a donné un fonds de base pour le démarrage du projet. Puis nous, dans le grand projet régional approvisionnement, on a un financement de la table des MRC de l'Estrie via une enveloppe du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est vraiment via ce financement-là qu'on arrive à faire des achats de denrées et des achats via Viande solidaire. Là. Puis par rapport à la reconnaissance, là, c'est ça, on n'est pas rentré dans les détails là, du pratico-pratique, mais dans notre rôle, en fait, le rôle de Coordo, là, depuis 2 jours, on a une agente de projet Viande solidaire. Donc, c'est elle qui va vraiment porter ce lien-là avec les producteurs. Mais dans le fond, quand l'animal est abattu, Jacinthe communique avec nous et nous, on communique directement avec le producteur. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien direct avec les producteurs. Puis, ce qu'on a fait là, à l'automne à Quaticook, il y avait une assemblée générale des producteurs de l'UPA Quaticook et on a remis comme un certificat, une reconnaissance à chacun des producteurs. Puis on a fait un petit party là, tous ensemble pour remercier ces gens-là qui contribuent finalement au projet là, de façon, soit oui, il y a une rétribution, comme Jacinthe le disait, un montant à la livre qui peut être donné aux producteurs. Puis ça, c'était super important dans le projet. Tu sais, parmi les enjeux qui avaient été nommés, l'UPA nous le disait, tu sais, les producteurs, je veux dire, sont souvent sollicités pour des dons de denrées, mais ils ont besoin eux aussi de vivre et d'avoir un revenu décent. Donc, la rétribution est essentielle, puis on la maintient dans la mise à l'échelle aussi. Mais le don est aussi une possibilité. Puis, effectivement, comme Jacinthe le disait, il y a des producteurs qui donnent la viande gratuitement pour le projet. Là. Bien, justement, on arrive vers la fin là, du panel, puis je voulais savoir c'était quoi vos conseils, les conditions essentielles à mettre en place pour réussir ce lien-là, de briser les silos entre les secteurs économiques et communautaires. J'ai l'impression que c'est une première bonne réponse de s'assurer la dignité de la rémunération des producteurs, de ne pas juste les approcher dans une approche de don, de charité, mais vraiment montrer que c'est un système donnant-donnant. Est-ce qu'il y a d'autres conseils essentiels pour arriver à briser ces silos-là qui viennent des différentes régions aujourd'hui? Je peux peut-être me lancer pour trouver des solutions gagnant-gagnant. Je pense que ça rejoint pas mal tout ce qui a été dit. Donc, tu sais, de voir les bénéfices pour toutes les parties, finalement, puis s'élever au-dessus peut-être de nos préoccupations d'organisation. Donc, il y a moyen de se retrouver quelque part entre ça, puis que ce soit une plus-value pour l'ensemble des partenaires au bénéfice de la communauté, parce que l'objectif, au final, c'est le bien-être de la communauté.
Puis on a parlé aussi là, d'apprendre à se connaître. Je retiens là, de ce qu'on a discuté aussi, là, d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre à travailler ensemble. Peut-être juste rajouter, on l'a répété, on l'a redit, mais de ne pas approcher un secteur en se disant « Ah, lui, il veut juste des dons » ou « Ah, lui, il veut juste du profit ». On l'entend souvent au niveau économique, ce que je trouve dommage, parce que hier, on l'a vu, là, le panel en après-midi, toutes les entreprises qui étaient sur le panel ont dit « Moi, ça me gosse un peu de vendre mes légumes à un prix X parce que ce que je veux, c'est nourrir ma communauté. » Ça a été dit, puis pour le secteur économique, c'est ça qu'on entend, nous, quotidiennement. Les entreprises, c'est ça qu'ils veulent. S'ils pouvaient ne pas se verser de salaire puis juste donner le frais, faites-le pas. On veut pas, faut pas, parce que c'est important, la viabilité économique aussi de vos entreprises. Mais quand le secteur social communautaire veut travailler avec les entreprises, de savoir qu'ils ont toutes des valeurs, ils ont toute une famille à nourrir, ils ont toute cette vertu-là également, et vice-versa. Le milieu communautaire ne veut pas qu'il y ait des dons, comme tu l'as nommé. Là. Ils ont du budget pour acheter des aliments 95% du temps, fait qu'ils vont le faire, puis ils veulent idéalement que ce soit des producteurs locaux aussi lorsque c'est possible. Puis moi, je vais rajouter aussi être humble et rester ouvert à la critique quand un partenaire dit « c'est pas bon pour moi », l'écouter, puis plutôt que faire « bon, ben on met tout ça à la poubelle », dire « OK, ben comment on fait pour que ce soit bon pour nous? Comment on prend en considération ton besoin, tous les besoins? Les solutions, elles sont là, elles existent, mais il faut prendre le temps de se parler. Donc, prenez le temps d'avoir les conversations difficiles. C'est pas le fun, pas tout le temps, mais on en ressort tellement grandi, puis on renforce les liens dans la communauté quand on prend le temps d'avoir ces conversations-là, plutôt que de juste dire « off, ce secteur-là, c'est difficile de travailler avec eux ». Tous les secteurs ont vraiment leur place, mais il faut prendre le temps, être humble, accepter les critiques et avancer ensemble. Des fois, c'est un peu plus long au début, mais après ça, ça va tellement plus vite pour l'adhésion. Ça change tout. Moi, de mon côté, là, c'est pas de, genre, exemple, MRC à projet, mais de projet à MRC. Je me rends compte que, notamment avec la petite monnaie, mais tous les autres projets de l'AgroLab, c'est des projets qui ont été financés par la MRC, donc indirectement par le Conseil des maires. Et dans les personnes qu'on se dit, il faut mettre à la table les industries, etc., les fermes, les différents commerces, les organismes, mais les maires aussi, je pense qu'il faut les garder dans le loop. Puis ce que je me rends compte, c'est que souvent les maires, ils passent des résolutions puis ils signent des chèques, mais comme ils n'ont pas nécessairement un suivi tout le temps de ce qui est en train de se passer, ce qui est bien avec l'AgroLab, notamment avec la mijoteuse, puis d'autres façons de communiquer avec les élus, c'est qu'ils sont impliqués dans le processus aussi. Et ce que moi, je remarque, c'est qu'ils sentent que c'est leur projet, puis ils s'enorgueillissent de ça, puis là, tu as plus de soutien politique avec ça, puis après ça, c'est comme un cercle vertueux. Le préfet de la MRC étant tellement rendu crinqué avec la petite monnaie que c'est pas moi qui le pousse, c'est lui qui me tire. Là, ils veulent en faire des affaires, mais c'est parce qu'ils sentent que c'est leur projet aussi. Fait qu'il ne faut pas les oublier aussi. On est bon pour aller les voir quand on a besoin du chèque, là, mais après ça, il faut comme garder ça vivant, je dirais, après. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Certainement. On parlait du temps. Je pense que d'établir la relation, puis ça, c'est dans le apprendre à se connaître, ça prend du temps. Fait que, quand on n'est pas habitué de travailler ensemble, justement, l'économique et le social, le rythme de chacun n'est pas nécessairement le même non plus. Fait que, d'établir ce lien de confiance-là, ça demande du temps, donc ça demande de la patience. Des fois, on a envie que ça aille plus vite, puis on saute des étapes. Fait que, ouais, de respecter le rythme de chacun, prendre le temps, je pense que c'est important. Fantastique. Considérant qu'on a du temps, là, est-ce qu'il y a des éléments de votre projet qui sont fondamentaux qu'on n'a pas couverts encore, que vous aimeriez, ou directement, on pourrait passer à la période de questions pour voir dans la salle, il y a certainement des intérêts particuliers par rapport à ce que vous avez présenté. On pourrait approfondir. Je vois déjà qu'il y a quelqu'un que je vous invite à vous rendre au micro si vous avez des questions. Ça va faire plaisir de vous entendre. Est-ce que c'est ouvert? OK. Je vais le prendre parce que je suis un peu trop grande pour le micro. Pardon. Bonjour, Anne-Marie Trépanier. Je travaille à la Fédération régionale de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue. Et depuis la dernière année, j'ai la chance exceptionnelle de coordonner, en fait,
un comité interne à la Fédération régionale avec nos producteurs qui font de la mise en marché de proximité. Et on s'est doté de notre premier plan d'action aussi. Et parmi les idées que nos producteurs nous ont soumis, on parle d'un espace commun pour faire la transformation alimentaire. Donc, ma question est pour mesdames du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a passé rapidement, en fait, sur Espace SCT. Je suis un peu intéressée d'en savoir un peu plus. Est-ce que c'est les producteurs qui vont faire leur propre transformation, qui est remis par la suite à Moisson, par exemple? Est-ce que c'est des bénévoles qui s'impliquent avec vous, le financement? Donc, c'est ça, on est passé très, très rapidement tantôt, mais j'aurais voulu peut-être approfondir le sujet. Merci. Espace CT, en fait, c'est un projet qui est exclusivement légumes maraîchers en ce moment. Là, simplement préciser parce que c'est pas la même game si on va dans d'autres styles d'aliments. C'est vraiment les surplus de champs qu'on dit chez nous et ou ce qui ressort du glanage dans les initiatives régionales. Donc, c'est les producteurs. On en a peut-être 4-5 en région qui sont les plus proactifs, qui vont prendre contact avec la coordonnatrice, puis qui vont lui dire j'ai X surplus de champs cette semaine, ce mois-ci. Puis là, avec du transport, il va y avoir finalement l'acheminement des denrées dans les cuisines collaboratives de transformation. En ce moment, on en a, là, il faut voir que tu m'aides, là, j'en ai 2-3 en tête. On est en collaboration avec le Cégep de Chicoutimi, le département de diététique, qui ont des espaces de transformation. Moisson, Saguenay-Lac-Saint-Jean est pas mal le plus gros joueur aussi là, au niveau de son centre de transformation d'Olbeau-Mistassini. Puis Salsa, là, je sais qu'il y a des gens ici, là, mais il y a une autre installation. Salut! Il y a une autre installation à Roberval qui fait de la transformation. Donc, c'est vraiment la première transformation, comme disait Caroline tantôt. Fait que, par exemple, en ce moment, il pleut du poireau, des carottes et du navet. Donc, c'est le blanchiment, le mettre en cubes, le carottement, mais là, ça a l'air que c'est juste Saguenay, j'ai plus le droit de dire ça, et la congélation sous vide là, de ces produits-là. Par la suite, c'est redonné à Moisson. Si je ne me trompe pas, en ce moment, on est vraiment dans le redon à Moisson pour la distribution là, au niveau de l'aide alimentaire. Puis, il y a des projets actuellement aussi pour la commercialisation parce qu'il y a vraiment du stock. Okay? Il y a trop de stock. Là. Tu ne peux pas manger autant de navets dans une année et ni de poireaux. Donc, ça serait de voir est-ce que, tu sais, nous, en région, on a des projets avec les services de garde éducatifs, avec des épiceries communautaires, les détaillants. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une commercialisation quelconque avec eux? Ce serait bien. Au niveau du financement, ben là, je te laisserai peut-être y aller là, en complément. Donc, pour le financement, à la base, ça a été un projet qui a été financé par le MAMACH, un fonds région ruralité, FRR. Donc, pour la coordination, puis pour 2 espaces de transformation qui étaient soit qui existaient déjà ou qui étaient en cours de développement. Finalement, ces 2 espaces de cuisine-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a les 2 partenaires dont on a mentionné tantôt, plus Moisson et Salsa, plus le Cégep de Chicoutimi. Puis on a le Centre d'action bénévole de Jonquière aussi qui avait un espace là, de transformation. Fait que ça a commencé avec des sous de la fameuse mesure 13.1 du plan de lutte à la pauvreté, un peu de sous aussi, bien sûr. On a beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean fait, je dirais quasiment de la mutualisation de fonds, donc essayer de mettre à profit plusieurs sources de financement pour soutenir ces projets-là. Donc, il y avait la politique gouvernementale de prévention en santé, aussi la mesure pour l'accès physique et économique, des sous qui ont été mis là-dessus. Par la suite, bien là, on arrive dans une nouvelle mouture où on a continué nos discussions puis nos partenariats avec le secteur agroalimentaire, donc à travers l'entente sectorielle agroalimentaire. Donc, il va avoir, le financement va passer à travers cette entente-là pour la prochaine année. Fait qu'on est comme en évolution. Puis là, bien, avec les projets de commercialisation, là, il va y avoir éventuellement, bien sûr, d'autres sources de financement possibles qui vont s'ajouter. Je dois avouer que la mutualisation des fonds, ça sonne très doux à mes oreilles, puis j'aimerais beaucoup en parler davantage, mais on va prendre une autre question. Oui, allô, moi je parle au nom des personnes en ligne, donc il y a près de 60 personnes en ligne. J'ai 2 questions. La première s'adresse au projet de viande solidaire de Maxime Privé de la CDC de Coaticook. La question est, quelle est la quantité de viande récupérée par le projet de viande solidaire et c'est quoi la valeur que ça représente? Alors, ça, c'est difficile à dire parce que, tu sais, on est dans un moment de l'année qu'on peut avoir 5-6 vaches fragilisées, d'autres moments que c'est plus tranquille de ce temps-là. Et puis, toujours selon la bête, ben là, on récupère
si, je sais pas, moi, la bête pèse 650 livres carcasse, on peut récupérer entre 250 à 300 livres net de viande pour emballer après ça sous vide en paquet d'une livre ou en 10 livres pour, selon ce qu'ils veulent faire de cuisine avec, là. Et puis, là, à ce moment-là, pour la rétribution, c'est ça qu'ils voulaient savoir, je crois? Bien, pour la rétribution, bien là, le 300 livres de viande, dans le fond, c'est cette valeur-là que Moisson Estrie va leur donner en argent, selon la valeur marchande. Et puis, on disait que le restant de la carcasse, ça veut dire qu'est-ce qui est le manque à gagner le 300 autres livres, le 350 autres livres, va être attribué en don de charité. Ça fait que le producteur, il n'est pas perdant, puis il y a une valeur beaucoup plus meilleure que s'il aurait été porté en Lancan ou similaire. Mais là, il n'y a pas à assumer les frais de transport non plus. Et puis, si cette bête-là ne serait pas dans un autre circuit pour s'en venir à l'abattoir, probablement qu'il aurait dû peut-être payer pour s'en débarrasser aussi. Ça fait que, tu sais, on est gagnant-gagnant normalement, là. Merci. Peut-être, si je peux ajouter pour Maxime, dans le projet, dans les 3 premières années, il y a eu environ 7 000, 7 500 livres de viande là, au total qui a été remis au CAB. Dans le projet, on vise, là, avec l'abattoir de Quaticook, environ 30 000 livres donc, de viande. Puis, ce 30 000 livres-là de viande, il est évalué en fonction des capacités de l'abattoir. C'est clair que les besoins en protéines animales pour les organismes d'aide alimentaire sont beaucoup plus élevés, là, mais dans le projet, en ce moment, on est autour, c'est ça, de 30 000 livres. Là, ouais. Merci. Oui. Oui, bonjour, je suis Julia Ross de l'Université Bishops. Je suis chercheuse postdoctorale et on travaille sur la durabilité des systèmes agroalimentaires québécois. Et je voulais savoir comment est-ce que nous, en étant chercheurs, chercheuses, centres de recherche, pouvons vous aider à achever vos objectifs? Oh mon Dieu, il y a des belles J'aurais réponses. une demande spéciale. Oui. En fait, ce qu'on cherche à évaluer, c'est beaucoup les retombées des projets qu'on mène, de ces partenariats-là, parce que les retombées sont nombreuses à tous les niveaux. On en est, je pense, pas mal convaincus, mais des fois, on manque un peu de ce soutien-là, d'accompagnement. C'est pas toujours facile nous, on le fait. En tout cas, dans la région, on collabore beaucoup avec notre université, l'UQAC, à Chicoutimi, qui nous accompagne dans certains projets. Donc, les projets de recherche-action, bien sûr, mais tout ce qui est d'évaluation de retombées, autant au niveau environnemental, social, économique. On travaille fort au Québec, je pense, de toute façon, pour se doter d'indicateurs. Avec Boré, on l'a travaillé aussi, le volet des indicateurs. Mais ça reste que c'est quelque chose qu'on devrait faire dès le départ des projets. Donc, avoir du soutien pour cette évaluation-là, ce serait vraiment, vraiment aidant. Donc, il y a déjà des gens qui le font. Je pense qu'on a des partenaires en recherche qui le font déjà, mais de se joindre puis d'aller évaluer tous ces volets-là, ce serait vraiment aidant. Je pense, par exemple, je ne sais pas si Vincent, tu voulais répondre. Oui, quand même. Comme, c'est, dans le fond, d'avoir l'accès à ces données-là, parce que dans le quotidien, j'ai un dépôt à aller faire là, j'ai une demande de subvention à remplir, j'ai un bug avec l'application, peu importe. On est constamment sollicité, puis souvent, on n'a pas les outils. En tout cas, moi, je n'ai pas les outils méthodologiques pour dire « OK, c'est ça l'impact de la petite monnaie vraiment ». Fait qu'il y a ça. Puis de l'autre côté, c'est au niveau d'un effet, on va dire, indirect, qui est la crédibilité du projet. Donc, le fait de dire, exemple, nous, à l'échelle de notre petite MRC de 24 000 personnes, de dire qu'il y a un chercheur qui vient, exemple, étudier les effets de la petite monnaie, bien, ça va nécessairement gonfler le sentiment d'appartenance au projet.
au niveau, en tout cas avec la petite monnaie, au niveau des commerçants, des consommateurs qui vont être comme « Ah, ouais, il y a une étude, il y a une université qui vient, anglophone, Bishop, qui descend en Petite Nation le 18 mars pour faire un sondage aux producteurs. » Fait que je pense que ça aide vraiment la crédibilité du projet. Puis nous aussi, je vais vous donner un exemple, il y a quelqu'un, il y a un calcul qui dit quand tu achètes à Amazon, sur ta pièce, il y en a combien qui restent dans la région? Quand tu achètes dans une PME ou une grande entreprise, on va dire de ta région, sur ta pièce, il en reste combien? Quand tu achètes dans une PME, sur ta pièce, il en reste combien? Mais je sais qu'exemple, il y a des études qui ont été faites pour dire quand tu achètes en monnaie locale, sur ta pièce, il en reste combien dans la région? Mais aussi, comme je ne suis pas full bon avec les moteurs de recherche scolaires, puis j'ai pas full le temps. Puis, fait que des fois aussi, d'être capable de nous donner un petit guide de présentation pour répondre aussi sur cette plus-value-là, c'est quand même nice. En tout cas, si vous voulez venir... Je ne peux pas promettre rien parce que je ne suis pas la titulaire de la chaire de recherche, mais c'était plus comme une question en général parce que nous travaillons, moi surtout sur l'évaluation de la cohérence des politiques publiques, mais c'est des grosses affaires parce que ça peut être des initiatives comme celle-là, décortiquer la réglementation, tout ça. Donc, c'est une question comme générale, mais bien sûr qu'on peut essayer. Puis au-delà de la petite monnaie, on a plein d'autres projets de l'AgroLab. On a un projet de panier solidaire, de plateforme agroforestière, de vinification durable. Donc, on a plein de projets et l'AgroLab comme tel qui serait comme très ouvert à recevoir des chercheurs, vous, tout autre chercheur dans la salle ou en ligne. Appelez-nous, on a plein de besoins et je pense qu'on gagne à travailler beaucoup avec le secteur de la recherche parce qu'il y a plein de choses qu'on fait dans le quotidien qu'on voit que ça marche, mais ça reste du anecdata. C'est notre quotidien de oui, ça marche, mais est-ce que je peux le démontrer? Des fois oui, des fois c'est plus difficile. Donc, on est très, très, très ouvert à collaborer. Des réponses très positives. Puis d'ailleurs, moi, je serais curieuse, même l'évaluation d'impact, c'est tout un sujet qu'on pourrait traiter dans un autre panel, là. Mais au niveau des viandes solidaires, je me dirais, mon Dieu, on pourrait aller chercher du financement par rapport au GES. C'est tellement important de réduire le gaspillage, puis l'impact du gaspillage de la viande, c'est pas mal le plus important dans les GES, dans notre système alimentaire. Donc, c'est tout un sujet qui serait super intéressant. Est-ce que vous avez des accompagnements en fait, avec la recherche? Non, on souhaiterait vraiment, nous aussi, avoir des liens avec la recherche, mais même au niveau plus largement de l'insécurité alimentaire, juste d'avoir des données sur le portrait de l'insécurité alimentaire, c'est un sujet qui revient souvent. Là, actuellement, on est avec des consultants externes pour faire l'évaluation, justement, des GES, donc évaluation environnementale du projet, mais on le fait à l'externe parce qu'on n'a pas le lien avec la recherche. Puis peut-être aussi, l'évaluation, mais aussi en amont, d'avoir une recension des pratiques, de ce qui se fait ailleurs. Vous l'avez dit pour la petite monnaie que vous l'avez fait. On le fait un peu dans le projet, mais ça demande beaucoup de temps de voir qu'est-ce qui se fait au Québec, au Canada, ailleurs. Puis je sais que les chercheurs sont bons pour faire de la recension, revue de littérature aussi, puis de ressortir les éléments qui pourraient être intégrés dans nos projets puis être bénéfiques pour nous. Fait que ça aussi, c'est un élément. Donc, toutes les régions sont ouvertes à travailler avec la recherche. Fantastique. Gabrielle? Oui, je pense que Laurence Guillaumy, elle écoute beaucoup ce qui se dit en ce moment. Chercheuse avec le regroupement des chercheurs-chercheuses sur les systèmes alimentaires territoriaux, un regroupement de chercheurs interuniversitaires. Et il y a des cégeps aussi qui sont inclus là-dedans. Fait que je pense qu'ils vous écoutent en ce moment. L'autre question que j'avais, c'était pour la petite monnaie. Il y a Jean-François Pinard qui demande: la petite monnaie est-elle seulement physique ou est-ce que c'est sur des cartes aussi? La petite monnaie n'est pas que physique, mais au lieu d'être sur une carte, elle est sur une application de paiement, de virement en temps réel. Mon téléphone est sur la table là-bas. J'aurais pu en faire une démonstration, mais bref, peut-être que c'est petit pour les gens en arrière. Mais dans le fond, l'idée, c'est que ce qui est vraiment, 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 vraiment intéressant, c'est que le passage au numérique des monnaies locales était absolument inévitable.
les monnaies locales en Europe ont commencé à émerger plutôt suite à la crise 2008. Donc, 2010, on commence à apparaître ça en France, etc. Puis, notamment, la transition au numérique était vraiment comme le cœur du problème. Donc, les monnaies locales qui sont dans une pensée de penser globalement, agir localement, mais qui ont quand même la pensée globale, se sont dit comment est-ce qu'on peut démêler cet épineux nœud-là. Donc, démêler ce nœud-là. Je pense que j'ai fait un péronisme, en tout cas. Puis, ils ont bâti ensemble une application mobile qui a été créée pour les monnaies locales, donc pensée pour les monnaies locales. Puis, ils la distribuent pas cher, vraiment pas cher, parce que, tu vois, nous, on l'a eu à 6 000 $ pour bâtir l'application, mettre notre nom, tout le support technique, puis après ça, ça coûte à peu près 1 500 par année. Mais dans les faits, quand on a fait une soumission locale à un programmeur, il disait ça va te coûter 75 000 si tout va bien, puis 150 000 si tout va mal pour l'application. Fait qu'à 6 000 $, on était capable d'avoir l'application. C'était la même que la Chouette utilisait. Puis il y a des centaines de monnaies locales qui utilisent le même frame. Fait que la personne qui se connecte à la petite monnaie n'a aucune idée que c'est la même chose pour d'autres monnaies locales. C'est des choses complètement séparées, mais ce partage-là, ce réseau-là nous a facilité la tâche. Donc, et on ne voulait pas avoir des cartes parce que là, tout le monde à cette heure, je l'ai vraiment fait le tour des commerçants. Il y en a un qui a Clover, l'autre qui a Shopify, l'autre qui a Square et Name It. Donc, le fait d'avoir une carte qui fonctionne pour tout ça, c'était extrêmement complexe. En plus, il fallait émettre les cartes, faire le suivi des cartes, remplacer les cartes brisées, etc. Donc, dans cette optique-là, on a misé sur l'application mobile. Mais l'application mobile aussi, c'est que ça fait en sorte que, mettons, un commerçant te paye en petite monnaie papier, mais là, une monnaie, tu en as trop, mais tu veux faire des paiements avec, ben tu lèves la main, puis, ou tu m'appelles, mais idéalement, tu m'appelles. Puis là, moi, j'arrive, puis là, on fait le dépôt, on met ça sur l'application, puis ensuite, ils peuvent payer leur fournisseur en petite monnaie, dans le fond. Ouais. Peux-tu nous révéler, Vincent, le nom de cette application au système? La petite monnaie. Mais ça, c'est le nom de notre application à nous. Mais le système s'appelle Cyclos. Et nous, on fait affaire avec Silaos, dans le fond, qui est, ceux qui ont entendu parler, la plus grosse monnaie locale de France s'appelle le Chco. C'est dans les Pays Basques. Puis notamment, ils utilisent la même application mobile que la petite monnaie. Avec un S ou un C? Cyclos, c'est C-Y-C-L-O-S et Silaos, qui le vend, c'est C-Y-L-A-O-S. C'est question dans le but de faire en sorte que d'autres monnaies locales se développent partout au Québec. Oui, et prendre la balle au bon. Nous, la petite monnaie, on est devenus les représentants de l'application. Donc, quand quelqu'un écrit à l'application, dans le fond, c'est nous qui envoie, puis nous, on monte l'application, on montre comment ça marche, on explique, mais c'est pas nous qui va faire la technique derrière, mais c'est juste pour en première ligne. Donc, si quelqu'un se dit « Ah, cette application-là me tente », puis il écrit à Silaos, ben il va être redirigé vers la petite monnaie. Donc, vous pouvez juste écrire à la petite monnaie, tout simplement, puis on va prendre rendez-vous. Merci. Un autre micro. Bien, bonjour à toutes et à tous. François Pays, je suis le directeur de la table de concertation sur la fin et le développement social de l'Outaouais. J'avais une question, puis j'ai mes collègues de Papineau sur la scène, j'avais une question d'échelle. On parle souvent d'initiatives à une échelle de MRC ou à une échelle d'une communauté, puis on avait 2 initiatives d'échelle régionale. Comment est-ce qu'on sélectionne une échelle d'action qui est pertinente? Comment on sélectionne un forum où on a des acteurs intersectoriels? Pour la petite histoire, par exemple, en alimentation en Outaouais, on a 9 tables de développement social avec leur commission en sécurité alimentaire. On a une table agroalimentaire, on a une table de sécurité alimentaire, on a une table sur les saines habitudes de vie. On a une commission qui dépend de la conférence administrative régionale. Donc vous avez plein d'instances. Et justement, laquelle on sélectionne ou à quelle échelle on agit pour avoir les bons partenaires autour de la table? À toutes les échelles, tout le temps. Non, mais sincèrement, je pense pas qu'il y a un choix à faire. Je crois que ça doit se faire à l'échelle d'une municipalité. Bon, nous, à l'échelle d'un quartier, des fois, un quartier, c'est comme la rue de la municipalité, là, donc, mais pour ceux qui sont dans des villes,
à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une municipalité, à l'échelle d'un regroupement de municipalités, à l'échelle d'une MRC, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une table de développement social, à l'échelle provinciale. Ça se fait à toutes les échelles. C'est sûr que je pense que ça va dépendre beaucoup des gens qui sont là, de la volonté qui est là, mais je ne mettrai pas de limite. T'sais, moi, je travaille dans une MRC. Ben voilà, je vais travailler à cette échelle-là, mais je travaille avec les municipalités et avec le régional parce que je pense que il faut que tous ces niveaux-là se parlent aussi puis agissent à leur échelle. Au niveau municipal, surtout les petites municipalités, connaissent leur population, peuvent dire « Ah, il y a telle personne qui va laisser aller sa terre, on pourrait travailler pour pérenniser la production agricole. » Bien, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à l'échelle d'une MRC parce que c'est trop gros. Je ne peux pas connaître les gens individuellement. À l'échelle d'une MRC, bien, je peux connaître les entreprises, je connais les structures municipales, je peux travailler avec eux, je peux travailler avec différents organismes. À l'échelle régionale, bien, c'est possible de travailler avec les MRC, avec les municipalités, avec les tables de développement social. Donc, je pense que j'exclurais aucune structure. Puis, dans le fond, il faut pousser pour qu'il y ait de la volonté puis de la drive à tous ces niveaux-là, tout simplement. Mais je ne ferai pas de choix. Si je peux rajouter rapidement, juste peut-être de questionner aussi sur les instances de concertation qui existent déjà, parce que ça peut faire beaucoup de portes à cogner. Si je prends l'exemple, admettons que demain, tu arrives dans notre région, bien, le secteur économique, il y a la stratégie sectorielle en agroalimentaire qui est co-animée par la table agro. Donc, on rejoint l'ensemble des acteurs économiques, UPA, MAPAC, les MRC, tout ça. Ça peut être une voie pour apporter soit une problématique, soit une opportunité, soit un enjeu, puis de parler à tout ce monde-là sans avoir à les appeler ou à cogner à la porte individuellement. Quand on touche au secteur plus communautaire, bien, il y a le comité en sécurité alimentaire qui est maintenant affilié avec, chez nous, le comité saine alimentation de la Tire. Donc, c'est tout du beau monde qui sont ralliés, qu'on peut rejoindre en peut-être une opportunité de représentation. Puis sinon, bien, tantôt, chez nous, au Saguenay, il y a Boré, mais je sais qu'il y a d'autres démarches de SAT dans d'autres régions également. Ça peut être également une opportunité d'aller parler d'initiatives puis de pouvoir parler à beaucoup de personnes d'une simple voix. Là. Ça peut être des petites voix rapides parce qu'on a tous des horaires assez complexes. Là. Donc, d'aller explorer ça aussi, ça peut être intéressant. Donc là, le temps file. Il resterait peut-être de la place pour une question, puis j'avais madame, je vais alterner au micro, ou sinon, très rapidement, dans les réponses, on pourrait passer 2 questions. Oui, salut. Ben, en fait, moi, c'était une sous-question d'échelle, spécifiquement pour la monnaie locale. Moi, j'ai découvert ça la première fois, c'était à l'échelle d'un petit village dans l'Ouest canadien. Est-ce que la MRC vous semble, je comprends que l'analyse n'a pas été encore faite, mais intuitivement, est-ce que ça vous semble être la bonne échelle d'une MRC pour une monnaie locale? Dans le fond, bon, faut que je fasse vite. OK. Dans les faits, je pense que c'est une question à qu'est-ce que tu as à offrir dans ton système. Puis moi, quand j'ai vu des monnaies locales articulées sur un village, on va dire de 2000 habitants, je me dis c'est pas assez parce qu'il manque trop de choses. À moins que tout le monde embarque et encore là. Donc, nous, notre MRC, c'est comme juste assez pour aller ramasser plein de secteurs, mais sans trop s'éparpiller non plus. On a un projet d'expansion, là, on voit gros, non, mais en fait, c'est que sur notre territoire, le territoire de la Caisse, le territoire de la santé, puis le territoire de la MRC ne sont pas juxtaposés. Mais on voudrait ramasser l'est de Gatineau qui s'appelle Buckingham, puis Masson-Angers, peut-être dans 2-3 ans. Mais je pense que c'est une question à voir. Puis nous, en ce moment, pour les gens qui veulent peut-être s'impliquer, exemple, l'îlot Montréal cherche à faire une monnaie locale sur Montréal au complet. Moi, je trouve que c'est une grosse bouchée à avaler. Mais j'aurais tendance à dire, si c'est trop gros, tu perds l'identité, tu perds la cohésion, tu perds le voisinage. Puis si c'est trop petit, ben, tu perds le fait que tu peux faire différentes choses avec, puis tu deviens un peu comme limité dans ta monnaie. Fait que c'est peut-être une MRC standard, c'est quand même une bonne échelle, je pense. Oui, dernière question. Bravo, Vincent. Moi, ma question est pour les viandes solidaires, oui. Je veux savoir, c'est quoi
la valeur marchande. Qu'est-ce que vous entendez par la valeur marchande? Parce que, tu sais, si c'est la valeur qu'on paie à l'épicerie, ça fait pas tellement de sens au niveau économique pour les moissons, s'ils paient ce montant-là? Pour nous, les abattoirs, la valeur marchande est située à l'Encan Saint-Hyacinthe. On a à chaque semaine la valeur de la bête debout ou carcasse. Ça peut être un veau, une vache, c'est tout bien identifié. C'est de cette valeur-là que je te parlais et non la valeur nette du produit. Là. Moi, je te parle du brut, dans le fond. Ça fait que le net du produit, qu'est-ce qui reste, n'est pas la même chose. Là. Mais qu'est-ce qui est payé au producteur, c'est qu'est-ce qu'il y aurait selon l'Encan Saint-Hyacinthe à toutes les semaines, ça peut changer. Là. OK. C'est ça. Comme ça, c'est équitable, c'est juste pour tout le monde. Oui, ça fait plus de sens. Okay. Excellente réponse courte, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui va clôturer ce panel. Je tiens à vous remercier tous les panélistes que vous êtes venus de chacune de vos régions présenter ces projets-là. Ça nous a vraiment permis. Présentement, on l'a nommé hier, mais on a des grands défis là, par rapport aux tarifs, par rapport au niveau environnemental, les changements climatiques. Il y a une hausse des inégalités dans le monde. L'alimentation est complexe, on l'a vu. Il y a plein d'instances différentes. Ça peut être super étourdissant là, quand on arrive dans ce milieu-là. Mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir là, à vous entendre quand on voit que les gens sont capables de prendre le temps de se parler avec bienveillance, écoute, puis de pouvoir innover comme ça. C'est vraiment ces espaces-là, finalement, ce que je comprends, c'est que l'innovation est issue de ces espaces-là, puis il ne faut pas avoir peur d'être créatif, puis de repousser un peu nos limites, puis de prendre... Ça prend du temps à ce que les gens soient prêts à repousser les limites, puis je vous démontrer que c'est tout à fait possible et ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir d'être capable de faire ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Hello. Alors, comme première chanson. Merci, vous êtes des beaux humains, vraiment. Moi, je suis impressionné de mon 2 jours ici, là, c'est formidable. Je vais compléter les chiffres de Vincent parce que pour son application de la petite monnaie, il parlait de 6 000 $ que ça coûte à acquérir le logiciel. 75 000 le fait fabriquer, puis 1 milliard, c'était la SAC. On voit, là, il y a de l'efficacité qui se... c'est ça. On est juste sur le bord de déjà faire une courte pause collation avec barre énergisante, café et thé. Sur votre cocarde, vous allez trouver aussi les ateliers pour lesquels vous êtes inscrits. Il y a 2 ateliers qui sont complets, mais comme on dit entre nous, il n'y a pas de police des présences. C'est juste que vous risquez d'être assis à terre sur un tapis de yoga parce qu'il n'y aura pas assez de chaises. Puis pour trouver votre atelier, il y a des écrans tactiles à l'extérieur. Mais tout le monde fait la même affaire. Ils sont là sur l'écran tactile, puis ils disent « Mais pouvez-vous m'aider à me trouver mon atelier? » Puis on va vous aider, ça c'est certain. Et puis l'atelier droit à l'alimentation, cultiver le dialogue, va se tenir ici dans la salle. Juste vous dire ça. Et puis après les ateliers, on va se retrouver à 12h15 pour le dîner, puis on va clôturer l'événement vers 13h45. Alors, avant de se quitter pour la pause, on va se laisser avec un vidéo de la ruche d'art Cocomino à Wemotachi, en Haute-Mauricie, une communauté atikamekw. C'est une vidéo qui a été réalisée dans le cadre de la démarche du Réseau pour la sécurité alimentaire des Premières Nations et Inuits. Alors, les actions, ben oui. Je veux dire dehors ou en dedans? Les deux, ah oui. Sur les murs, on vous implore à genoux d'aller remplir les affiches qui sont là pour vos actions, puis surtout celles à l'extérieur, comment on peut faire avec le Forum SAT pour passer de la théorie à l'acte. Toutes les suggestions sont bienvenues et on en veut puisqu'on va en parler cet après-midi. Merci de me le rappeler. OK. Bon vidéo, puis bonne pause. À tantôt. Je m'appelle Laurie Cadorette-Sirois. Je suis directrice de la ruche d'art Cocomino. C'est un espace d'éducation populaire
où l'hiver, on va faire de l'art, surtout de l'art textile, puis l'été qui est consacré à la sécurité alimentaire. On fait des potagers familiaux, des potagers publics, un potager éducatif et des forêts nourricières à l'école primaire et secondaire. Le défi par rapport à la sécurité alimentaire à Wemotaci, c'est qu'il y a juste une épicerie. Donc, les gens doivent partir à la tuque pour pouvoir magasiner ce qu'ils veulent puis faire des choix par rapport au prix. À la ruche d'art Cocomino, tous les gens qui ont des potagers à la maison, on va donner les plants. Puis quand on a des surplus, on les vend à la communauté. On fait des marchés tout au cours de l'été. Le premier marché qu'on fait, c'est pour vendre les plants qu'on a produits tout l'hiver, pour que les gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'appui puissent les acheter puis faire leur potager à la maison. Pour ce qui est des légumes, par contre, les légumes qu'on cultive pendant tout l'été, on les offre pour pouvoir donner l'occasion aux gens de pouvoir y goûter là, sans avoir à les payer. Dans les marchés, on vend aussi des onguents qu'on fabrique à partir des plantes qu'on fait pousser ici dans nos jardins. On vend aussi des T-shirts avec la sérigraphie. Dépendamment des participants, des jeunes qui travaillent pendant l'été, ils peuvent vendre leurs créations qu'ils font eux-mêmes. Mon nom, c'est André-Philippe Awachiche. Je suis enseignant à l'école secondaire Niganic. Puis aussi, je suis le cofondateur de la ruche d'art Cocomino. Moi, entre autres, je m'occupe plus du volet artistique de la ruche, comme donner des ateliers d'art, faire de la sérigraphie avec les jeunes, où est-ce qu'on va faire des T-shirts avec les jeunes, on va faire des designs, on va faire les cadres en soi, puis on va les transférer dessus. Puis les jeunes, eux autres, ils vont peinturer les T-shirts. Entre autres, on fait ça pour l'autofinancement, puis aussi montrer aux jeunes comment faire des T-shirts, ou se faire des sous eux autres mêmes, ou aussi ils ont des projets quelconques. La ruche d'art Cocomino crée plusieurs types d'emplois pour la communauté. On engage 6 jeunes apprentis jardiniers. On a aussi des gens de la communauté qui nous aident pour la coupe de bois, pour le débroussaillage. On a aussi une personne qui s'occupe de l'aménagement du potager éducatif. La ruche, qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est un lieu où est-ce qu'on peut faire des activités. Parce que pour les adultes, il n'y a pas grand-chose à faire en communauté. Il n'y a pas vraiment d'espace pour genre faire de l'art, prendre un café, juste jaser. Fait que pour moi, la ruche, c'est un espace créatif qui est vraiment important. Je pense que c'est un bon moyen de briser l'isolement. L'impact social que la ruche d'art apporte dans la communauté, je pense que c'est vraiment, ça donne un lieu de rencontre. On a vraiment essayé d'aménager le local pour que ce soit comme si ça ressemble à une maison. L'été, quand les jeunes viennent pour travailler au jardin, il y a cet espace-là où on se rencontre, on parle, on va préparer les choses pour les potagers. Ça crée des liens entre les jeunes, le fait qu'ils reviennent pendant tout l'été. Ça leur permet de connaître des nouvelles personnes, de créer des nouvelles amitiés.